ils peuvent noter et tapoter, écrire que ils entendent bien. Amen. Tout d'abord, je vous remercie, Maman Esther, de me donner encore l'opportunité de passer devant le peuple de Dieu et de pouvoir encore une fois déclarer, proclamer ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je bénis toute personne qui a l'occasion ce soir d'être parmi nous. Et j'inviterai chaque personne qui est dans ce live à inviter les autres à venir aussi partager ce moment très édifiant ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager le live. J'ai béni tout d'abord aussi Dieu qui nous donne l'opportunité ce soir, qui me donne aussi l'opportunité d'être parmi vous. L'histoire le témoignage que je vais parler ce soir, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre. C'est mon témoignage, c'est mon vécu, euh, c'est mon parcours étant jeune, maman, femme et aujourd'hui servante. Je vais tout d'abord commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis la sœur Clémentine, j'ai 36 ans et je suis mère d'un enfant. J'ai passé mon enfance très clairement ici en Belgique. Il y a quelques années, ma maman m'a fait venir de l'Afrique comme tous les parents le font. Je n'avais que l'âge de 5 ans. J'ai eu la grâce et l'opportunité d'étudier ici en Europe. Et j'ai la grâce d'avoir une maman qui est servante et qui est énormément à l'écoute de l'ainsi dit l'Éternel. J'ai grandi dans un milieu chrétien. Ma maman nous a toujours appris, ma maman nous a toujours ramenés dans le temple de Dieu. J'ai fui choriste, j'ai fui dirigeante et j'ai bien appris, en tout cas auprès de ma maman et à l'église lorsque j'allais. Mais il fut un temps, comme on dit, où on dit que l'adolescence arrive, la jeunesse arrive, où tout enfant a le choix soit d'écouter ses parents, même si on dit l'éducation c'est à la maison, à l'église pour ceux qui prient, ainsi que à l'école. Pour moi, de ma part, j'ai eu l'éducation de ma maman parce que c'est une femme très ferme, très dure. Elle a du niaque. Donc, quand elle dit quelque chose, tu es obligé d'écouter et de le faire. Mais à un moment donné, arrivé à un certain âge, arrivé en secondaire, pour les gens qui vivent en Belgique, arrivant en secondaire, la jeunesse a pris le dessus, les amitiés ont pris le dessus. Et je me suis déroutée du chemin que ma maman m'avait toujours appris depuis l'enfance. J'ai fait la connaissance des amis en secondaire qui m'ont appris à fumer, à boire. Et c'est à travers ces choses que j'ai continué à grandir. Donc toute ma secondaire, comme toutes les jeunes filles, au lieu d'aller à l'école, des fois, ben, moi, j'allais dans des endroits pour boire, pour fumer avec mes amis. Donc je suivais plus les amis. D'où l'intérêt plus tard de vous expliquer c'est quoi l'amitié, quel genre d'amitié une personne peut avoir, où l'amitié peut nous ramener un jour. Parce que lorsqu'on est jeune, deux fois, on a l'impression d'avoir tout acquis. Lorsqu'on est jeune, on a l'impression que rien ne peut nous arrêter, qu'on est maître de notre corps, qu'on est maître de nos gestes, qu'on est maître de tout. Mais on oublie souvent une chose. Nous avons des amis qui nous poussent de l'avant et nous avons aussi des amis qui nous ramènent en arrière et qui, pour des fois, dans dans mon cas, moi, peuvent ramener aussi jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je suis sûre et certaine qu'il y a une adolescente qui m'écoute, il y a une jeune fille qui m'écoute ce soir. Je ne sais pas le chemin que tu suis actuellement.
Je ne sais pas avec qui tu traînes actuellement, mais l'amitié est très importante dès le bas âge. Il est arrivé à un moment donné, quand je suis arrivée en sixième secondaire, ma maman était ferme, elle m'a tenu tête, elle m'a dit, tu dois terminer la sixième, avoir de fils que ton CESS, et ensuite, tu feras ce que tu veux. Je me suis battue, j'ai eu mon CSS. Et dès que j'ai eu mon CSS, c'était comme si on m'avait mis des fourmis dans la tête. J'ai commencé à dire à ma maman, écoute, moi j'ai eu mon CSS, tu m'as dit d'avoir mon CSS. Maintenant, moi j'aimerais aussi aller vivre ma vie. À cette époque, je n'avais que 19 ans. J'aimerais bien aller vivre ma vie. Et si j'ai envie de continuer les études, en tout cas, ce ne sera pas ici. Parce que là où on vivait à l'époque, c'était un village, une petite ville. Il n'y avait pas grand-chose. Donc pour moi, je devais sortir. Il faut que j'aille dans une plus grande ville. D'où j'ai décidé de quitter la ville où je vivais avec ma maman. Je me suis installée à une ville un peu plus grande ici en Belgique. Je me suis inscrite aussi parce que le but de la sortie de chez ma mère, c'était pour aller m'inscrire à la haute école. Je suis sortie, je me suis inscrite à la haute école, mais je n'y allais jamais. Et la ville où j'ai déménagé, je suis arrivée, j'ai fait des nouvelles rencontres. Et de ma part, les rencontres que je faisais, c'était pas des rencontres qui me conseillaient ou des rencontres qui me ramenaient vers la parole de Dieu, qui... Non, c'était toujours des rencontres où il y avait à fumer, où il fallait boire, où il fallait sortir, où il y avait de l'ambiance. Et c'était ça mon monde. J'ai vécu pendant X temps dans ce monde-là. Une fois que j'ai vu que ici, ce que je faisais à mon goût n'était pas assez largement grand, j'ai décidé de nouveau de quitter la ville où j'étais pour la capitale. En allant à la capitale, là encore, je revois des anciennes connaissances. Je revois des amis que je connais. J'ai fait des nouvelles connaissances. Et encore une fois de plus, je n'arrive pas à choisir mes amitiés. Je n'arrive pas à aller. Et pourtant, même en venant à la capitale, ma maman m'avait même orientée. Elle m'a toujours dit, moi, ma fille, au temps normal, c'est l'école, l'église. C'est la seule chose qu'un jour, moi, ta maman, si je ne suis pas là, je peux te léguer comme héritage, c'est la parole de Dieu. Je connaissais la parole de Dieu. J'allais à l'église, mais je ne mettais rien en pratique. Je vivais selon moi. Arrivé à la capitale, j'ai continué ma vie de débauche, parce que c'est exactement ça, j'ai continué ma vie de débauche. Première chose qui m'a marqué en étant en étant à la capitale, les amis avec qui j'étais ont commencé à me faire des coups, comme on dit en langage, foireux. On me vole ma carte d'identité. En volant ma carte d'identité, ils vont faire des chèques avec ma carte d'identité, qui me met encore dans des problèmes. Mais malgré ça, je les considérais toujours comme mes amis. Même lorsque quelqu'un essayait de venir m'ouvrir les yeux vis-à-vis de ce qui se passait, j'ai considéré ces gens-là comme étant mes amis. Pour avancer, parce que le témoignage est vraiment long, Prenez votre temps, hein, maman, hein. On est là, on vous écoute. Au fait, c'est vous, notre invité de choix et de taille. On est là, tranquille, on vous écoute. Vous pressez pas, on est là. d'accord. Comme je disais, j'ai continué dans cette vie-là. Et une fois, je me rappelle, à la capitale, c'est même pas qu'on avait pris, hein. On est allé vivre chez une amie. Chez une amie, d'où il fallait se débrouiller pour manger, il fallait se débrouiller pour s'habiller, il fallait se débrouiller pour tout. Entre-temps, en quittant la petite ville où j'étais, en venant vers la capitale, je n'avais ni boulot. Et vu que je n'avais plus d'adresse, je n'avais plus de revenus. Ce qui m'a ramené à commencer à faire des petits trucs au noir pour pouvoir avoir de quoi contribuer avec les amis. Parce qu'une fois que tu sors de chez tes parents, tu te dis que je suis capable moi-même de me prendre en charge. J'ai commencé à faire ces quelques boulots au noir, etc. Et au fur et à mesure, là où il y a plusieurs filles, là où c'est un groupage de jeunes filles, on s'attend toujours à ce que ça se termine mal. Ou il y ait des querelles, ou qu'il y ait des petits,
des petits trucs qui se passent pas bien. Et c'est ce qui s'est passé avec mes amis. Il y a eu un moment donné, la fille qui nous logeait, parce qu'on était trois, la fille qui nous logeait a décidé de nous mettre dehors. Avec l'autre ami, nous avons fait l'effort, nous avons de nouveau pris un appartement. Mais c'était toujours pas mon nom, vu que je ne pouvais pas m'inscrire. Donc j'étais bloquée. Pourquoi? Je ne peux pas m'inscrire à la commune parce que je n'ai pas de carte d'identité. Et je ne peux pas faire la demande d'une carte d'identité parce que je n'ai pas d'adresse. Donc je me retrouve coincée et derrière les amis. Avec la jeune sœur, je contribue, elle me laisse chez elle. Et c'est une sœur aussi qui était dans, dans la débauche. Cigarette, fumer, boire, sortie, une routine. Elle, elle travaillait, moi, je restais. Donc, j'étais devenue comme le gardien de sa maison. Moi, je gardais la maison, elle, elle partait, elle rentrait. Si elle te dit tu dors, tu dors. Si elle te dit tu sors, tu sors. Donc, je suis devenue esclave d'une personne. Et au fur et à mesure, à un moment donné, ma maman m'a dit, trop, c'est trop. Je préfère même que tu as tes tantes là-bas à Bruxelles, va chez tes tantes, au lieu de rester chez les amis. Parce que des fois, ça arrivait, tu vas travailler au noir, tu rentres chez l'ami, tu te rends compte que elle a préféré fermer l'appartement et elle te dit à la dernière minute, oui, je suis dans le train, je pars sur Paris. Mais tu reviens du travail, tu trouves l'appartement fermé. Tu te retrouves dehors. En fait, une femme qui vagabonde. Donc, quand ma maman m'a dit, va chez mes sœurs, j'ai décidé d'aller chez une de mes tantes qui habitait à Bruxelles. Et une fois arrivée chez ma tante, comme j'étais déjà habituée à la vue de l'extérieur, je n'ai pas pu supporter du fait que voilà, ma tante est mariée, il y a certaines règles à respecter. Je n'arrivais pas à respecter ces règles-là. J'ai décidé de faire l'effort cette fois-ci moi-même. Je suis allée me prendre un petit studio. Et quand je parle de studio, c'est vraiment une pièce. Donc je mets mes affaires dedans, mais le problème c'est que la porte ne se ferme pas. La porte, c'est un peu comme si je peux expliquer les portes de Kinshasa, là, où tu dois mettre un crochet pour que la porte se ferme. Et quand tu dors, tu es obligé d'être attentif. Étant une femme, parce que c'était dans un immeuble, on va dire délabré. Tu dois faire attention que personne ne rentre, etc. Mais je me suis dit, au lieu de rester chez ma tante, au lieu de rester chez les gens, je préfère aller là-bas. Mais en même temps, je continue à voir mes amis là. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les petites disputes, j'ai continué à les voir. On continue à se côtoyer, on continue à sortir ensemble. Et un jour, je revenais du travail, je me suis dit, bon, comme je n'ai plus rien à me mettre sous la dent, je vais aller raconter la fille avec qui je suis restée pour la dernière fois, celle qui me mettait dehors pour partir à Paris. Je vais aller chez elle pour passer le week-end, histoire de fumer, histoire de boire, de se mettre à l'aise. C'est le week-end, je ne travaille pas. Et sur mon chemin, en partant, donc quand je parle de capitale, les gens qui sont à Bruxelles, je parle de, pardon, les gens qui sont en Belgique, je parle de Bruxelles. Donc j'ai pris le métro, je suis allée jusque chez la sœur en question que je devais voir. Et dans le métro que j'ai pris, il y avait celui qui allait devenir un jour mon mari, le père de mon fils. On s'est croisés dans ce métro-là. Et lorsqu'on s'est croisés, au départ, c'est comme une chose qui frappait en moi, qui refusait absolument de parler à cet homme. Il s'est approché, on a parlé, il a essayé de me parler comme tous les hommes le font, essayer de faire la cour. Au départ, j'ai refusé. Et il s'est fait que ma copine là est venue me chercher autour du métro et elle rencontre l'homme et ils commencent à parler entre eux. Oh, je fais, ah bon, vous vous connaissez? Oh oui, on se connaît, c'est un vieux à moi et tout ça. Donc elle a commencé à jeter des fleurs sur lui. Et lui aussi, maintenant, pour attendrir mon cœur, pour je sais pas quoi, il nous propose, bon, les filles, qu'est-ce que vous faites? On explique que non, notre week-end devait se passer comme ça à la maison. Il nous propose d'aller chez nous, donc chez ma copine. On y va chez ma copine. On se paye à boire, on se paye à fumer, et c'est le monsieur qui paye tout. On passe la soirée. Il me demande le numéro de téléphone, je refuse. Il y avait quelque chose en moi qui refusait absolument de donner le numéro à ce monsieur. Il y avait quelque chose en moi qui refusait absolument de parler au monsieur. Mais je ne tenais pas compte de tout ça. On a passé le week-end.
Le monsieur nous a, donc, comment dire, chez ma copine, mais il nous a mis à l'aise. À l'aise parce que ce sont les choses à ce moment-là, à cette époque-là, que nous, on voulait, c'est ce qu'on cherchait. Je suis partie. Entre-temps, ma copine avait passé mon numéro de téléphone au monsieur sans pour autant que je sois au courant. Entre-temps, la même copine qui connaissait le monsieur, vous m'entendez? Non, je dis aux personnes de bien vous écouter, ce que vous êtes en train Ah, de dire. Hmm. la même personne connaissait le monsieur et elle savait que le monsieur a eu deux enfants avec sa propre cousine, mais elle ne m'a rien dit. Au contraire, à chaque fois, elle me poussait vers lui. Et elle ne m'a pas dit non plus comment l'histoire de sa cousine et ce monsieur s'est terminée. Nous avons auprès de nous les gens qui nous veulent du bien et nous avons aussi auprès de nous les personnes prêtes à nous faire tomber. Quand on dit que la personne qui va te tuer n'est pas loin, c'est vrai. Des fois, la personne qui peut te tuer, tu ne sais pas que tu dors avec, que tu manges avec, que tu bois avec. C'est ma copine. Je fais 100% confiance. Ça, non, c'est nous les femmes, les filles, si je peux dire ça comme ça, plus les filles, les adolescentes, tellement Maman, naïves. maman, attends une minute. Je pense que on doit d'abord te bénir, hein? On doit te bénir. Prends une petite pause de 2 secondes. On va te bénir. Même moi, je vais te bénir parce que là, ce que vous venez de dire là, c'est quelque chose, je pense que je tue à dire aux gens tous les jours. Que la personne qui t'entoure, tu ne maîtrises pas les personnes qui t'entourent. C'est pas pour t'interrompre, mais je pense que bénissez notre maman. Je pense que je vais me lever. Comme mon téléphone est loin, je vais me lever pour te bénir, maman, parce que tu le mérites amplement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Excusez-moi, je tiens à dire aux internautes, de temps en temps, vous me verrez boire, de temps en temps, vous me verrez hydrater mes lèvres. C'est, c'est pas un tic, mais c'est pour pouvoir me permettre de bien parler. Sinon, à un moment donné, j'aurais plus de voix. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Allez-y, maman, nous, on vous écoute. Allez-y. Donc voilà, cet ami ne m'a tenu au courant de rien, ne m'a pas orienté. Et je tiens à préciser, à l'époque, cette amie avait déjà deux enfants. Elle était séparée du père de ses enfants et elle refaisait sa vie et c'est sa maman qui gardait ses enfants. Et à chaque fois que j'étais avec cette fille, elle me disait souvent ceci. Tu sais, l'âge avance. À cette époque, si je ne me trompe pas, j'avais 22, 23 ans. L'âge avance. L'âge avance. Nous tous, on a des enfants, Clémentine. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, rien du tout. Et ça commençait à tilter dans ma tête. C'est comme si ça tournait dans ma tête. Cette phrase-là revenait dans ma tête. Et à chaque fois que je parlais avec elle, elle me rappelait ceci. Elle me dit, tu sais, à un certain moment, la beauté que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Donc, lorsqu'une personne vient comme ça pour te draguer, en plus la personne est plus âgée que toi, dis-toi que cette personne est plus sérieuse que tes petits copains que tu as l'habitude de prendre. Donc, elle a commencé à me parler petit à petit. Donc, elle parlait avec le monsieur, elle me parlait. En fait, elle était comme l'intermédiaire. Puis un jour, en rentrant chez moi, je vois que le monsieur m'appelle. Comme moi, je savais, j'étais consciente que je n'avais pas donné mon numéro de téléphone, j'écris un SMS pour demander c'est qui. Le monsieur me répond et il me dit c'est telle personne. Je fais oh tiens, comment ça se fait que tu as mon numéro? Ah non, c'est ton ami qui m'a donné, etc. Bon, ok, il n'y a pas de souci. On a commencé à dialoguer. En dialoguant, au fur et à mesure, comme il voulait se faire voir qu'il était bien, il a commencé à m'inviter chez lui, avec mon ami. Donc, lorsque tu lui disais, je veux ça, il fait ça.
je veux ci, il fait ci. Donc tout ce que je demandais, le monsieur le faisait avec facilité. Et lorsque lui, il faisait avec facilité, mon ami applaudissait. Mon ami me faisait voir, tu vois, il est bien, c'est un homme bien, il te met à l'aise, il te fait ceci. Donc je rappelle que le monsieur et moi, la seule chose que nous avons en commun, c'était l'alcool, la cigarette et la marijuana. C'est les seules choses que nous avions en commun. On n'a jamais eu le temps de se parler, de se dire, bon, écoute, ici, tu me dragues, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu comptes devenir demain? On n'a jamais eu le temps. Quand on se voyait, on se mettait à l'aise. À chaque fois qu'on se voyait, on n'avait pas le temps de parler. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive aussi à nos jeunes sœurs. On n'a pas le temps de dialoguer. Tu ne sais pas la personne que tu acceptes, soit d'épouser ou de te mettre en fiançailles avec. Tu ne sais pas qui il est. Tu vois l'apparence, tu vois les promesses. Il est prêt même à t'épouser, il te rencontre aujourd'hui et samedi il est prêt de t'épouser. Tu es tout à fait d'accord. Mais tu ne sais pas quel genre de cadeau tu es en train de recevoir dans ta vie. Une seule erreur dans la vie d'une personne coûte très cher. La vie n'est pas comme un brouillon où tu peux écrire dessus et gommer par la suite. Une fois qu'elle est écrite, il faut continuer à écrire. Soit tu rectifies, soit tu écris correctement, mais tu ne peux pas retourner en arrière. C'est ça qu'on appelle la vie. C'est une ligne droite. Tu la courbes par volonté. Et c'est que moi, je faisais, je courbais la ligne de ma vie par volonté et par manque de sagesse. Une fois qu'on a commencé à parler avec le monsieur, bon, je me suis dit, c'est pas question de beauté, c'est pas question de ceci, c'est vrai, il me met à l'aise. Là, j'ai avancé, il serait aussi temps de se caser, il serait aussi temps de penser à être maman. Je tiens à préciser une chose. Avant même de rencontrer ce monsieur, j'ai essayé. J'ai beau essayer. Donc, même quand je rencontrais un homme que j'étais avec, j'ai beau essayer de tomber enceinte, je ne suis jamais tombée enceinte. Ni pilule, ni contraception. Rien. Je ne suis jamais tombée enceinte. Je me suis dit, bon, j'ai même commencé à penser à un moment donné que j'étais stérile. Je me dis, bon, ok, je vais essayer. Comme toi, mon ami, tu m'as dit que l'homme est bien, toi tu le connais, etc. Je te fais confiance. Je vais aller, je vais avancer, je vais partir. Une semaine, 2 semaines, même pas au bout de 1 mois ou 2 mois, je décide de quitter mon petit concon, de quitter, comme je dis, mon petit ghetto. Même si c'était un ghetto, je dormais et j'étais à l'aise. Même si c'était un ghetto, je n'avais pas à me plaindre. Je n'étais pas dans une prison. Je rentrais et je sortais à ma propre volonté. Au bout de 1 mois, nous avons décidé d'aménager ensemble. Mais le pire dans tout ça, tellement aveugle, tu arrives chez un homme qui te dit vouloir avancer dans la vie, vouloir te mettre bien, tu arrives, cet homme n'a qu'un matelas et une petite salle à manger. Pas de salon, pas de... Donc, il n'y a rien. Matelas au sol. Tu te dis encore une fois, c'est pas grave, hein? On va construire la vie ensemble. De toute façon, il ne faut pas prendre un homme riche pour essayer d'avancer dans la vie. Mieux vaut qu'on avance tous les deux, etc. Petit à petit, on va faire notre vie. J'ai accepté, j'ai enlevé mon adresse et j'ai été aménagée avec celui qui sera mon futur mari. Je suis restée avec cet homme pendant, je pense, 2 mois. Après 2 mois, j'ai décidé d'annoncer à ma mère que, voilà, maman, je ne suis plus sur Bruxelles, je suis du côté flamand, j'ai rencontré une personne, j'ai dit le nom, j'ai dit l'origine. Ma mère, quand j'ai dit l'origine, déjà, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé. Elle me dit, ah, comment toi tu peux quitter chez toi pour aller vivre chez un homme comme ça? Tu me préviens pas du tout. Même si tu es devenue indépendante, que tu n'as plus besoin de moi, tu ne pouvais pas partir comme ça. Ma maman m'a parlé, m'a conseillé, m'a conseillé, m'a conseillé. Rien à faire.
La même nuit où j'ai parlé avec ma maman, je pense vers minuit, 1 heure, on dormait, on entend la sonnette. Sonner, 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 le bruit en bas, donc un vacarme pas possible. Lorsque j'ouvre, donc j'essaye d'aller ouvrir, il m'a dit non, laisse, 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 laisse. Donc lui-même, il y va. Maman Esther. J'ouvre la fenêtre, je vois, on dirait des troupeaux de gens devant la maison, des, des Africains, je ne sais pas si c'était des Congolais ou de quelle origine. Un troupeau d'hommes devant la maison en train de vouloir, je ne sais pas si c'est lapider le monsieur. Oh, comme il est là, il a laissé notre fille en galère. C'est même pas la cousine de la fille qui m'a dit de me mettre avec. C'est encore une autre fille. Il a laissé notre fille en galère avec 2 enfants. Il est parti avec de l'argent, etc. Ah, je pose la question, je fais papa. Les gens que je vois, c'est un film, tu fais une blague ou c'est quoi? Bon, non, je vais t'expliquer après. Maman Esther, cet homme était, lorsqu'il se fâche, tu as l'impression que ses yeux deviennent rouges. Donc, il ne se bat jamais à main. Lui, quand il se bat, soit c'est avec un couteau, soit avec des bouteilles de verre, donc toujours les mains accompagnent. Maman, cette soirée-là, donc, il a commencé à lancer les bouteilles dans la fenêtre pour que les gens là s'éparpillent. Il appelle la police, etc. Oh, quand j'essaye de lui demander, pour la première fois, je vois l'homme devenir rouge. Tu n'as rien à me dire, tu n'as pas de décision à me donner, tu n'as rien. Oh, moi, je te pose la question, c'est ma vie qui est en danger. Je viens de voir quelque chose là. Donc, si ces gens-là avaient sonné chez les voisins et que les voisins les ouvrent la porte, les laissent monter, mais à cet instant, moi et toi, on est peut-être morts. Donc, j'ai le droit de parler. J'ai le droit de... Maman, l'homme s'est fâché. C'est devenu une bagarre à la maison. C'est plus avec les gens de l'extérieur, mais bagarre entre lui et moi. Maman, bagarre, bagarre, bagarre. Donc, on n'a même pas dormi. Le lendemain matin, le lendemain matin, ma maman est une femme qui prie beaucoup. Ma maman est une femme, lorsqu'elle fait un songe, cela finit par s'accomplir. Ma maman, elle est comme ça. Et même à toutes les personnes, lorsque tu rêves, lorsque tu rêves, ne néglige jamais, jamais, jamais tes rêves. Parce que le rêve, c'est matérialiste. Ça prend forme, prend physique. Le lendemain matin, ma maman m'appelle. Allô, hier, ça va? Bon, comme c'est ma maman, oui, maman, ça va, je vais bien, et toi? Elle me fait non, moi, ça ne va pas. Moi, ça ne va pas. Je fais, maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, non, maman, ça ne va pas. Moi, je veux que tu prennes tes affaires, que tu sortes de cette maison, que tu rentres chez toi. Je fais, mais maman, comment ça encore je rentre chez moi? Ça fait quelques mois, je suis avec la personne, tout va bien, etc. J'ai refusé même de dire à ma maman. J'ai refusé de lui dire que non, maman, regarde ce qui s'est passé la nuit, il y a eu ça. J'ai refusé. Parce qu'à chaque fois, Sans il y te a, il y a couper, des... même maman, sans te couper, ça, ce sont les signes que Dieu montre. En tout Voilà. cas, qu'une sœur Discernement. ouvrir les oreilles. Parce que beaucoup de sœurs comme nous se disent, veulent jouer les infirmières. On dit, moi, je suis Voilà. venue dans ta vie, je veux changer. Il Mais faut on exercer. change quelqu'un s'il a envie de changer. Tu ne vas pas changer quelqu'un. Et puis, il faut avoir les signaux d'alarme. Le monsieur, déjà, au moindre colère, couteau. Et, maman, continue. Que Dieu soit Ma béni. maman me dit, donc je refuse de dire à ma maman, pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit, écoute, quand tu es en couple, quand il y a un problème avec ton mari, il faut jamais en parler dans ta famille, il faut soit aller en parler à sa famille va lui parler, parce que si tu parles à ta famille risque de les détester, et puis comme toi, tu voudras pas les quitter, ils vont détester. Donc je me suis dit, je me tais, je garde ça pour moi. Mais à ma grande surprise, ma maman me dit, écoute, je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai dormi, j'ai rêvé que tu t'es battu avec ton copain là et il t'a tenu un couteau.
Maman, qu'est-ce que tu dis? Non, il y a pas de... Moi-même, ma conscience me dit, tu sais de quoi elle parle, mais aveuglée, je refuse de croire. Je refuse. Et le pire dans tout ça, c'est pas que je refuse parce que c'est ma maman, c'est parce que j'ai été à l'époque quelqu'un d'où les regards des gens, c'est ça qui m'intéressait. Et je viens à peine de rentrer, ça fait 2 mois que je suis avec lui. Si, si je décide de partir, ils vont dire que je suis une pute, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Regarde, elle est allée là-bas 2 mois, maintenant elle retourne encore, séparation. Donc je commençais à m'imaginer les gens, comment ils vont parler. J'ai dit à ma mère, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, ma maman me dit, bon, toi-même, tu es consciente, hein. Moi, je ne fais que te relater mon songe. Mais fais attention. Ce garçon-là, je ne l'apprécie pas trop, je ne l'aime pas trop. Moi, sincèrement, si tu te lèves un jour et que tu me dis, maman, je rentre chez moi, je ne te dirai jamais non. Maman, quand tu as laissé ces chats, je ne sais pas pourquoi j'ai un chat sur la langue ce soir, mais ça va aller. On va avancer. On prend tout, même avec les chiens, les chats sur la langue, tout, les rats, on prend tout, il n'y a pas de problème. Donc, à chaque fois qu'il y avait un souci, quand j'allais parler avec ses sœurs, j'avais l'impression qu'on me prenait à la rigolade. Des fois, même quand j'allais dans sa famille, on arrive, soirée famille, invitation familiale. Moi, au lieu de me mettre avec donc, les adultes, parce que quand j'ai dit aller chez sa sœur, il y avait sa petite sœur et il y avait sa grande sœur. Donc, j'estimais que, vu que c'est la petite sœur, donc je me considère aussi comme... Moi, quand j'arrivais chez eux, on me mettait souvent avec les enfants. Donc, on me considérait comme un enfant. Donc, on me mettait avec les enfants. Donc, c'est toi qui vas aller faire la vaisselle, c'est toi qui vas aider machin à faire ceci. Donc, jamais là où il y avait la conversation d'adulte, moi, on me mettait là. Et même lorsque je venais devant et leur dire, écoutez, moi, j'ai un souci. L'homme avec lequel je vis, dès qu'il y a quelque chose, il ne sait pas dialoguer. Littéralement, comme on dit, il pète les plombs. Il s'excite. Il insulte. Il y a des insultes de toute ma vie que je ne connaissais pas. Je viens de relater, j'ai bien dit que j'ai grandi dans un petit village ici en Belgique. Je suis arrivée ici en Belgique, je n'avais que 5 ans. Donc, pour nous, on connaissait les petites injures qu'on faisait à l'école. Oui, ceci, oui, cela. Mais les autres, les insanités congolaises, je ne connaissais pas. Et c'est chez cet homme-là que j'ai appris ça. Même devant ses frères, ses sœurs, il me manquait de respect. Mais tout ça, je ne disais rien. Je restais là, je fermais ma bouche. Il y a eu même un moment donné, mes amis, même celles qui m'avaient conseillé, mais toi avec, c'est un homme bien, a commencé à me dire, Clémentine, si tu restes avec cet homme, moi je ne suis plus ton amie. Maman, juste une question. Ces insultes, c'était devant les gens des fois, ils le faisaient que entre vous deux ou devant tout le monde? Maman, il n'y avait pas qu'à moi. Je ne sais pas si j'ai des amis qui sont ici sur ce live. Même mes amis là ont reçu les insultes. D'où tous ces amis me disaient à chaque fois, soit c'est lui, soit c'est nous. Il est arrivé à un moment donné où je n'avais plus d'amis. Parce que les amis se sont dit, bon, tu as choisi ta relation, on te laisse avec ta relation. Et quand il apprenait ça, il pétait les plombs, il peut prendre le téléphone, il commence à insulter l'ami, sa famille, c'est tout. Un désordre total. Quand je dis un désordre total. Mais dans toutes ces amitiés-là, comme j'ai toujours tendance à dire, c'est pas tout le monde qui sont faux dans la vie. D'où la preuve en est, nous voyons l'amitié de Jonathan, Jonathan et David dans la Bible. Nous voyons cette amitié. Les amitiés vraies existent. Les faux amis existent aussi. Et moi, je peux dire que j'avais mon Jonathan à moi, qui ne m'avait jamais laissé. Elle croyait à moi, peu importe ce qui se passait. Et cette fille, maman Esther, je peux te dire, elle en a subi. Excusez-moi parce que j'ai l'impression que mon truc il commence à se fermer.
Et on est à peine au début. 2 petites minutes. Oh Seigneur. Prends ton temps, maman. T'inquiète pas, on est là. Ça, c'est Voilà. aussi pour aider vraiment les sœurs, écouter, même les hommes. Une femme n'est pas un punching ball, n'est pas un sac de boxe. Et il y a des signes qui ne trompent pas dès le début. Il y a des choses Oui. qui doivent alerter. On ne peut pas s'habituer à la violence. Non. Non. La violence verbale ni physique. On ne peut pas s'y habituer. On vous écoute, maman. Donc, j'avais cette amie-là. Elle venait à chaque fois, elle me dit, Clémentine, t'en as pas marre. Est-ce que vraiment tu mérites un homme pareil? Est-ce que tu mérites les insanités pareilles? Est-ce que tu mérites les insultes pareilles? À chaque fois, je lui disais, mais tu veux que j'aille encore? J'aime la personne, donc, et les gens savent déjà que je suis là avec lui, les gens savent déjà que on vit ensemble. Je ne veux pas changer ça. Donc, toujours les ont dit. Mais qu'est-ce qui compte pour moi? Je n'ai jamais fait attention. C'est que moi-même, réellement, je voulais, je n'ai jamais fait attention. Pourquoi? Parce que j'étais toujours là, les ont dit, les ont dit, les ont dit. Il se fait que après une année de relation, non, après 2 ans de relation, je tombe enceinte. Je vous ai dit, j'ai essayé par tous les moyens. Je n'ai jamais, je n'ai jamais eu de grossesse, rien du tout. Je tombe enceinte pour moi-même. Au départ, lorsque je suis tombée enceinte, je, je ne prêtais pas attention. Parce que dans ma tête, c'était déjà mis que je suis stérile. Je ne peux pas avoir des enfants. Donc, quand je suis tombée enceinte, en plus, elle est venue avec tous les symptômes de la gastro. Je suis allée en pharmacie. J'ai commencé à acheter les médicaments. J'ai commencé à prendre les médicaments pour la gastro, pour la diarrhée, etc. et tout ça. Donc, je prenais des piles de médicaments. Non seulement de ça, je prenais et les piles de médicaments, je fumais et je prenais de l'alcool. Après 2 mois de grossesse, je me dis quand même, je me sens pas bien. Malgré les médicaments que je prends, j'ai toujours une sensation bizarre en moi qui fait que non, il faut que j'aille chez le médecin. Premièrement, il me dit, bah écoute, achète un test de grossesse. J'achète un test de grossesse. Ça met 2 barres, mais je suis certaine dans ma tête que je suis stérile, donc ça ne peut pas aller. Il me dit, bon, si tu n'es pas sûr, on va quand même aller chez le médecin, on va faire une prise de sang, on va faire tout ce qu'il faut faire, comme ça tu es sûr dans ta tête. Donc on y va, je fais le test, donc j'y vais chez le médecin, test sanguin et tout ça. On m'a dit, oui, madame, vous êtes bien enceinte. Donc, chose encore qui m'a encore enfermée là où j'étais. Parce que je me dis, ben voilà, je suis avec lui, je tombe enceinte, j'ai pas envie d'avoir des enfants avec plusieurs papas, je vais rester là. Et comme dans ma tête, j'étais convaincue que je changerais le comportement de cet homme, que je le transformerais, que c'est avec moi qu'il va. Je continue sur ce chemin. Le test de grossesse est positif. Malgré la grossesse, maman, je n'ai pas arrêté ma vie de débauche. Donc, durant 9 mois de grossesse, j'ai fumé, j'ai bu. Donc, à un moment donné, même, moi-même, quand j'allais vers l'accouchement, je me disais, je disais en Lingala, je ne sais pas si tout le monde est congolais, je disais, moi, non, Boutamandé, il sera comment? Parce que je travaillais avec les enfants et je savais que fumer en étant enceinte, c'est quand même toxique pour l'enfant. Donc, je me dis, il va être comment? Je me dis, non, je ne vais pas me tracasser. Et S'il est je bien, tiens il à est bien. préciser que quand maman dit que, par maman Clémentine parle de débauche, il parle pas de sortir avec d'autres hommes, hein. Elle Ah parle non, elle était vraiment dans le fait, elle était à fond dans la vie qu'elle menait avec cet homme-là. L'alcool, la boisson, donc une vie perdue, sans Dieu, donc dans le néant, quoi. On se réveille, on s'endort, on boit, on fume des pétards, comme ils disent, on fume la cigarette, on boit de l'alcool. Donc c'est de ça qu'elle parle. c'était ça. Donc, à un moment donné, je me dis non, ne te tracasse pas, ça va aller. Durant toute la grossesse, maman Esther, les femmes prennent du poids. Moi, j'ai perdu du poids à un niveau où ma maman me disait, il faut pas venir me voir, me rendre visite, hein. Parce que si tu viens dans le petit village là où on habitait, les gens vont croire que tu as le sida. Maman me disait, non, prends un peu du poids, mais ne viens pas me rendre visite. Ne viens pas. Maman, j'ai perdu du poids. Jusque quand je suis arrivée vers 8 mois de grossesse, le médecin me dit, Madame,
la façon dont vous êtes en train de faire une perte de poids, et pourtant je suis quelqu'un, je ne suis pas énorme, énorme, mais je ne suis pas mannequin non plus de base. Donc, il me dit, madame, il faut vraiment penser quand même à prendre du poids, parce que là, sinon, on sera obligé de faire la césarienne, il n'y a pas assez d'espace pour l'enfant, etc. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais commencer à faire l'effort. Je me suis même dit pendant ces 8 mois-là, je vais arrêter de boire, je vais essayer un peu de mener une vie. Ça ne fonctionnait pas. Je me rappelle au moment de l'accouchement, parce que lui et ma mère, ils ne s'entendaient pas. C'était Tom et Jerry. Ma maman ne l'aimait, quand je dis ne l'aimait pas, ne l'aimait pas. Ma maman ne l'aimait pas. Donc là où ils sont dans la même pièce, je sais que ça va finir par des clashs. Donc lorsque je suis arrivée au moment de l'accouchement, ma maman me dit non, 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 c'est ton premier accouchement, c'est ton premier enfant, tu ne sais pas comment ça se passe, je préfère t'assister du début jusqu'à la fin. Et même si nous avons nos guerres, même si je ne l'aime pas, mais celui qui vient là, c'est mon petit-fils. Donc je ne peux pas manquer cet événement. Donc ma maman s'est déplacée du village jusqu'à la capitale. Donc elle est arrivée. Maman, je suis rentrée à l'hôpital. Si je me rappelle bien, je suis rentrée à l'hôpital, il était presque 1 heure, 2 heures du matin. Et ce jour-là, je me rappelle parce que c'est moi-même qui a provoqué l'accouchement. J'ai pris le volant, je fais Liège-Bruxelles, Bruxelles-Liège en conduisant pour ouvrir le col. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Dès que je suis revenue à la maison, j'ai perdu les os. Donc depuis 2 heures du matin, je suis arrivée. Il n'y avait pas moyen d'accoucher. Maman, j'arrive à l'hôpital. Donc, on me met tous les appareils, on regarde l'enfant, l'enfant va bien. Je reste à l'hôpital. Le mari me propose d'aller fumer un pétard en bas. Enceinte, près d'aller accoucher. Donc, je suis prête à accoucher. Il me propose, il me met sur un fauteuil roulant, on descend en bas, je fume, je remonte. Une De belle 2 heures, compagnie. mon fils est né à 21 heures. De 2 heures du matin, mon fils est né vers 21 heures. Ma maman est arrivée avant que j'accouche. Et dès que ma maman est arrivée, lui, il a décidé de partir. Vu que ta Il faut maman est retenir que le monsieur était bien plus âgé que notre maman Clémentine. Donc, on parle d'un monsieur un peu plus âgé. 12 ans plus âgé, Donc, 12 ans plus âgé. un peu plus mature normalement que vous qui étiez jeune à l'époque. À l'époque, moi, j'avais 25 ans quand j'ai eu mon fils. Donc, dès que ma maman est arrivée, lui, il a décidé de partir. Il a dit, tant que ta maman est là, moi, je ne serai pas là. Même si tu dois accoucher que je ne suis pas là, ben, tant pis, ta maman est là. Non, il est parti, il est rentré à la maison. Il est parti dormir. Je suis restée avec ma maman. J'ai souffert par toutes les positions pour sortir mon fils. Imaginez que je venais de fumer. Donc, ce qui veut dire, l'enfant dans le monde dormait, il était KO, il ne poussait pas. Et moi, j'étais KO. Et ma maman était là. Il faut que tu pousses. Il faut... Donc, ce jour-là, c'était le plan de Dieu que ma maman soit là. Parce que si c'était seulement avec l'homme en question que je devais faire l'accouchement, soit par césarienne, soit c'est moi qui passais, soit c'était l'enfant. Parce que l'enfant, j'avais perdu les os. Il restait pas grand-chose. De 2 heures du matin, j'étais là à l'hôpital, jusqu'à 21 ans, l'enfant ne sortait pas. Ma maman a commencé à prier à la salle d'accouchement. Elle priait, elle priait, elle priait. À un moment donné, même, je demandais, mettez-moi en position d'accouchement comme les femmes africaines, accroupies. J'ai essayé, rien du tout. Et puis à un moment donné, ma maman me prend par les cheveux. Et elle commence à me secouer parce que je m'endormais, je partais. Elle commence à me secouer, à me secouer. Puis à un moment donné, paf, l'enfant sort, mais il ne pleure pas. On prend l'enfant, il ne pleure pas, non, parce que il a un problème, non. C'est parce que l'enfant, il dort. L'enfant, il est KO vis-à-vis de ce que j'ai fait. Donc, on prend l'enfant, on me met sur le torse. Je suis restée, je pense, à l'époque, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 jours à l'hôpital. Et pendant 4 ou 5 jours à l'hôpital, le monsieur n'est jamais venu. N'est jamais venu. Et à ce moment-là, j'avais, comme j'ai dit, mon ami que j'appelle ma Jonathan, si je peux dire ça comme ça,
qui ne me laissait pas, qui venait à chaque fois me déposer à manger, qui venait déposer à manger à maman, parce que maman ne voulait pas aller chez nous à la maison, parce que lui, il était là. Donc Maman le jour, Clémentine, juste pendant ce moment-là, vous pensez quoi? Le fait qu'ils ne viennent pas, qu'ils vous assistent pas. Ça vous met pas un peu, ça vous fait pas poser des questions? Et je pense encore à notre maman. Donc notre maman, pour elle, elle vous met pas la puce à l'oreille, elle en parle pas, elle essaie pas de vous secouer, vu que les deux s'entendaient pas. ma maman, tous les jours, maman, tous les jours, elle m'ouvrait les yeux. Tous les jours, elle me parlait, elle me dit, mais regarde ce genre de comportement. Même s'il ne m'aime pas, mais pour son enfant, il allait faire cet effort d'être présent. Je suis ta mère, je ne peux pas t'abandonner ici à l'hôpital aussi loin. C'est ton premier enfant, tu ne sais pas ce qui se passe. J'ai accouché le même soir, en dormant, ma maman rêve que la grand-mère de ce monsieur vient à l'hôpital, essaye de regarder l'enfant par la fenêtre. Et chose étonnante, c'est ça que je dis, ne négligez pas vos rêves. Ou ne néglige pas un rêve. Lorsqu'une personne te dit, ma sœur, j'ai rêvé telle chose, même si tu ne te vois pas dedans, prie pour ce rêve-là. Parce que tu ne sais pas ce que le diable a mis devant. Tu ne sais pas quel piège est tendu devant. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'allait même pas avoir ce témoignage parce qu'il y a en 2011, je serais peut-être morte, déjà en accouchant. Donc, elle me dit, regarde la nuit, j'ai rêvé comme ça, comme ça, comme ça. Et le pire dans tout ça, ma mère Esther, elle me décrit la grand-mère. Ma maman n'a jamais vu la grand-mère. C'est une J'ai femme de dit, Dieu, votre maman. C'est une femme ah, de Dieu, une puissante femme. cette maman, parce que pour moi, c'est une maman internationale. C'est une femme de Amen. feu. Amen. Elle bouillonne de feu. Elle bouillonne. Quand je dis bouillonner, c'est bouillonner. Elle décrit cette grand-mère, elle ne l'avait jamais vue. Je fais effectivement, maman, comme tu dis, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ma mère me dit, ma fille, même maintenant, il n'est pas trop tard. Tu voulais l'enfant, tu as l'enfant. Cela n'est pas trop tard. Tu peux toujours partir. Tu peux toujours partir. Est-ce que tu as déjà vu une maman qui dit à sa fille, soi-disant qui a trouvé un bon mariage, de partir de là au lieu de rester? Mais moi, je te dis, ce garçon, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Donc, l'accouchement se fait, je sors de l'hôpital. Le même jour, je sors de l'hôpital. Ma maman part, vu qu'elle ne peut pas venir chez nous. Vu que lui, il est là, c'est chez lui. Ma maman rentre. Et en rentrant, ma maman, donc, elle dit à mon ami, a toujours été là avec moi et qui me soutient toujours. Elle lui dit, écoute, je te fais confiance, reste avec ta sœur, etc. Je me rappelle, l'enfant n'avait que 2 mois de naissance ou 3 mois de naissance. Il était déjà minuit. Le papa, je sais pas si je me rappelle bien, voilà, il manquait de quoi fumer. Donc, il a commencé à péter les plombs et il a commencé à chercher toutes les personnes qui ont une dette envers lui. Et il se fait qu'il y avait un petit garçon qui avait, je pense, à l'époque 10 euros. Il lui devait 10 euros. Maman, il a commencé à crier dans la maison à minuit, 10 euros. Il a commencé à crier à minuit. Et la copine avec qui j'étais a commencé à le supplier, papa, s'il te plaît, l'enfant dort en haut, tu le déranges, s'il te plaît. Ce jour-là, il a insulté cette dame. Il l'a foutu dehors. Il était minuit, 1 heure du matin. Imaginez une personne qui vient de Liège pour rester chez moi avec moi. Je viens d'accoucher. Il le met dehors pour 10 euros. Encore heureux qu'il y avait un couple qui vivait à côté de chez nous que je connaissais très bien. Je les ai appelés. Je fais écouter pour éviter les problèmes. Recueillez-la chez vous. Demain matin, moi-même, je vais venir. Comme ça, il pourra partir. Ma copine en partant, elle me dit, Clems, franchement, moi, c'est bon. C'est bon, je ne viendrai plus chez toi. Tant que tu es avec cet homme, moi, je ne viendrai plus. Maman, les jours sont passés, les années sont passées, et au fur et à mesure, j'avais pris la décision d'arrêter de fumer. J'ai pris la décision d'arrêter de fumer.
Et j'ai commencé à sillonner maintenant les églises. Je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. On a un enfant, on a déjà une vie de famille. Il y a toujours moyen de changer. Et je sais que comme ça, je ne vais pas changer. Plus ma maman qui me prêchait tout le temps, qui me disait à chaque fois, mais tu es un enfant qui a grandi à l'église, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Retourne auprès de Dieu, va lui demander qu'est-ce qui se passe. Je dis, ok, j'ai commencé à aller à l'église. Je tombe sur une église là-bas à Bruxelles, je commence à aller, je commence à le ramener. À un moment donné, lui aussi, il me rejoint dans le fait de ne plus fumer, de ne plus boire. On commence maintenant à suivre une vie de chrétienté. On décide même de se faire baptiser. On se fait baptiser. Pour moi, je me dis, victoire, j'ai vaincu quelque chose d'énorme. Ça fait des années que je suis avec cette personne et aujourd'hui, il accepte de laisser telle chose pour rejoindre le Seigneur avec moi. Donc, on y va. Une fois qu'on s'est fait baptiser, le pasteur nous prêche, on décide de se marier. Maman Esther, encore un autre. Donc, Dieu m'a tellement parlé. Dieu m'a tellement parlé qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque les personnes sont étonnées de me voir sourire, de me voir rire, malgré la situation, moi-même, je suis consciente du pourquoi. C'est comme Que Dieu lorsque a nous fait sa avons... part. Tu sais que Dieu, vraiment, là, il a fait sa part. Il a Voilà, averti, il a, oui. voilà. Il m'a tellement averti et que Mm. j'étais aveugle. Qu'au jour d'aujourd'hui, même lorsque je me regarde dans le miroir, je me reconnais, bien qu'il y a quelques défauts, j'en ris, parce que c'est comme si on me dit, bon, j'étais tellement punie qu'il était temps que je te frappe un peu. Amen. Et lorsque toi-même tu reconnais avoir fait tellement de bêtises, même lorsque tes parents te punissent, à un moment donné, tu te dis, ils ont quand même raison. Et c'est mon cas. Donc j'en reviens. On se fait baptiser, on nous prêche et on nous dit, bah, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Il n'est pas bon de rester dans cette situation. Nous vous conseillons de vous suivre, d'aller vers le mariage, etc., etc. Au départ, lorsque ces histoires de mariage ont commencé, ça c'est en 2014. Mm. Lorsque ces histoires de mariage ont commencé, on s'était d'abord dit, ben écoute, on va faire le coutumier. On va d'abord faire les fiançailles, etc. Et ensuite, on verra bien. Mais le pasteur nous a dit, écoutez, si vous faites les fiançailles, mieux vous faire le coutumier. Et si vous faites le coutumier, ben, venez comment dire, venez juste après, venez à l'église, on vous bénit au lieu d'attendre encore des années pour préparer, etc. Mais chose bizarre, ma maman, malgré soi-disant le changement qui s'était opéré, elle refusait toujours. Il est Parce arrivé que à un moment il faut donné, rappeler que maman, dès le départ, même avant que le bébé arrive, il avait déjà eu un rêve où vous étiez battu et qui t'avait fait du avec mal. le couteau en main, Voilà, avec le couteau en main. ma maman a toujours dit, depuis ce rêve-là, elle a toujours dit niet. Mais moi, je ne comprenais pas. Donc, il arrive à un moment donné, comme on dit chez nous, il faut faire le kinzondi ou des trucs comme ça, il faut parler avant que les invitations soient faites, etc. Nanani. Le pasteur vient parce que ma maman ne voulait pas de ce mariage. Donc, le pasteur s'est dit, non, maman, il faut que tu acceptes les enfants, veulent se marier, etc. Il faut que tu... Ma mère ne voulait pas donner la liste du mariage. Et je me rappelle, ce jour-là, chez nous, à la maison, le pasteur était là. Ma maman a dit au pasteur, vous, si c'était votre fille qui vous ramenait cet enfant, cet homme, est-ce qu'elle est, vous-même, pasteur, si vous avez l'Esprit de Dieu, est-ce que vous voyez l'Esprit qu'il y a dans cet homme? Est-ce que vous le voyez comme moi je le vois? Amen. Amen. Est-ce que, Oh. est-ce que vous, pasteur, vous seriez prêt à donner votre fille en mariage à cet homme? Mm. J'ai supplié ma maman. En fait, pour dire, nous sommes 5. Ma maman a eu 5 enfants. 2 filles, 3 garçons, dont je suis la cadette. Et de tous ces enfants, la seule qui a vécu aussi longtemps avec elle, c'est moi. Donc, elle parle au pasteur, elle dit au pasteur non, etc. et tout ça. Et le pasteur lui convainc, maman, les enfants, donc, pasteur a quelqu'un quand même, là, pasteur. Donc, il parle, non, pour nous, il faut, etc.
Ma mère Comme des dit, fois, on croit aussi que les pasteurs ont la science infuse. Donc, eux, non, quand ils disent quelque chose, limite même, on néglige ce que nos parents disent, on suit ce parce que que les c'est le pasteurs disent. pasteur qui dit. Mais la personne qui te connaît mieux que Dieu est celle qui t'a porté 9 mois, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le pasteur, tu le rencontres en cours de route. Et peut-être que vos routes se croiseront et puis vous vous passerez. Mais ta maman, c'est à vie. Ton papa, c'est à vie. Ah, ah, ça. Et donc, ma maman se dit, euh, écoute, j'ai supplié ma maman. Elle me dit, ah, parce que chez nous, bien sûr, je m'appelle Clémentine, mais euh, la famille a tendance à m'appeler Tantine. Ah, Tantine, c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie. C'est vraiment ça que tu veux pour ta vie. Je fais, maman, je l'aime. Nous avons un enfant. Nous avons déjà commencé le chemin ensemble. Il ne fume plus, je ne fume plus. Pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas accepter? Pourquoi tu penses toujours qu'il y a le mal partout? Parce que pour moi, ma maman voyait le mal partout. Pourquoi tu penses qu'il y a le mal partout? Ma maman me dit, si je te dis, c'est parce que moi, je vois loin. Je vois loin. Pour finir, ma maman a accepté. Le mariage s'est fait. Et encore une fois, comme je suis tellement aveugle, comme j'étais tellement aveugle, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça a changé. Dieu m'a transformé, Dieu m'a ouvert les yeux. Et je sais reconnaître le bien comme le mal. À cette époque, le mariage est en train de se faire. Le même jour, maman, le mari m'appelle. Moi, je suis au salon de coiffure. On est en train de me coiffer. Il me dit, ouais, écoute, je viens de prendre une dette chez telle maman, etc. Oh, comment ça tu prends une dette? Nous, on a déjà tout conclu, on a déjà payé les choses. Comment ça tu prends une dette? Comme c'était le jour de mon mariage, je ne voulais pas crier, je ne voulais pas de dispute parce que je savais quand même comment il était malgré le changement. J'ai laissé tomber. Là encore, je n'ai pas compris. Le jour du mariage, maman, on doit être à l'église à 13 ou 14 heures. Embouteillage total, on arrive pour la première fois. Donc, on s'est marié en décembre. Donc, l'hiver, là, la nuit tombe vite. Moi, j'arrive à l'église à 18 heures. À 18 heures, on Fait, célèbre le toute mariage. votre relation, c'était catastrophe sur catastrophe, en fait. Il n'y avait rien qui tenait vraiment en route. Maman, Il y c'est avait pour tout ça qui qu'on dit, signalait que, il y avait des signaux d'alarme qui étaient qui étaient allumés, mais tu ne voyais pas, ma sœur. Vous ne voyez pas non, ça. non. Et je suis sûre et certaine, il y a certaines femmes, il y a certains couples qui voient ça aussi, mais qui se disent capables de changer l'autre. Moi, je suis capable de. Moi, je le transformerai. Avec moi, il va s'améliorer. Il va. Voilà. Donc, lorsque tu vois un petit grain de changement, tu te dis, ah, la transformation commence. Donc, mon boulot est fait. J'arrive à 18 heures. Le culte se fait vite, 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 etc. Le mariage est conclu. On passe à l'étape suivante. Étant dans le mariage, il se dit, bah, écoute, j'aimerais bien aller en Afrique, rencontrer ton père, parce que mon papa habite en Afrique, au Congo. J'aimerais bien aller rencontrer ton père, etc. et tout ça. Je lui fais, ok, ça va, comme tu as arrêté de fumer, donc je me dis quand même, tu es devenu capable, etc. Il n'y a pas de souci. On rassemble l'argent, on rassemble les petits cadeaux, etc. Il part. Il part en Afrique, au Congo. Il arrive. Une fois qu'il est arrivé au Congo, maman, il recommence à fumer. Maintenant, imagine que, je ne sais pas, leur truc de là-bas commençait par rapport à celui d'ici. Donc, il recommence à fumer. Il fume. Et à ma grande Chasser le surprise, naturel, ça revient au galop. rattrape, Donc, ça veut dire rattrape. que il faisait que suivre un mouvement. En vrai, il n'était ni repenti, il n'avait ni reçu Christ. Et puis, juste pour revenir, quand maman avait vu l'image de la grand-mère dans son rêve, que la grand-mère est venue regarder vers la fenêtre. Parce que Hum, quand on regarde bien le côté spirituel de la chose, c'est très profond. oui, Donc, on cherche à comprendre. Cet homme, c'était une mission spéciale qu'il était venu pour accomplir dans ta vie. accomplir dans ma vie. Merci. Exactement.
Et là on se rejoint dans le verset qui dit qu'il faut être prudent comme le serpent. Le serpent. Il faut pas Amen. se fier des fois des petites choses, des gens, tout d'un coup, quelqu'un devient trop gentil, pourtant tu connais sa vraie personne. Il faut vraiment prendre le temps, un petit peu de recul et essayer de Amen. réfléchir. Donc, à ma grande surprise, mon papa m'appelle et il me dit, ma fille, la personne qui est venue aujourd'hui chez moi, c'est lui ton mari. Je fais, pourquoi, papa? Il m'a dit, mais même les chèques de Congo sont mieux. Je fais, comment ça, les chèques de Congo sont mieux? Il est venu chez moi, le débardeur, les cinglés. Donc, il a mis un cinglé, il a mis la chemise, il a laissé la chemise ouverte. Vous voyez, lorsqu'une personne est en manque de nicotine, il y a des moments où il y a du blanc qui se met là. C'est Il très, est venu. maman, quand même, vous êtes une très belle femme. Même avant, même maintenant, quand on regarde vos photos avant, vous êtes une bombe. Comment, comment vous voyez pas ça au fait? C'était quoi? C'était l'amour sorcellérique ou l'amour, comment on appelle ça? Aveuglématique. Parce qu'on va créer des mots maintenant parce que, franchement, juste parce que votre papa l'a vu et votre maman aussi voyait ça, mais je pense que c'est vous qui ne le voyez pas. On va en venir, maman Esther. On va en venir. Et donc, mon papa m'explique, je fais, oh, comment ça, lui, il avait arrêté et tout ça, il arrive au Congo, toi, tu me dis que, bon, j'ai laissé tomber. Maman, cet homme-là, à chaque fois que je prenais la décision de le quitter, c'est comme si mon cœur s'enflammait. C'est comme si mon cœur... Donc, je prends la décision, maintenant, je suis tellement ferme. Dès que je le vois, c'est comme s'il y a un truc qui rentre, pouf, je retire ma décision. Je Je- retire ma décision, je reviens en arrière, on arrange et tout va bien, on continue. 2 fois, j'ai essayé de partir comme ça. Mais tout le temps, je revenais, je revenais, je revenais. Et pour avancer, lorsqu'il est parti, donc il est parti une première fois en Afrique, une deuxième fois en Afrique. Et la deuxième fois, quand il est venu, parce que moi, j'avais vraiment décidé, vu que moi, j'ai arrêté et que toi, tu continues dans ce genre de chemin de vie, j'avais complètement décidé d'arrêter. Et lorsqu'il est parti au Congo, j'ai pris la décision justement, pour la deuxième fois quand il est parti, de me dire, non, là c'est bon, on arrête. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai une éducation à donner à un enfant. J'ai un enfant qui a besoin de moi. Si on continue comme ça ne va pas. Entre-temps, maman, j'ai oublié de dire, avant, donc il est parti la première fois en Afrique, il est revenu. Quand il est revenu, je suis de nouveau tombée enceinte. Mais le problème, c'est que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Mais malgré ça, je ne savais même pas que la grossesse, ça faisait déjà près de 2 mois que la grossesse s'était orientée vers les trompes. Comment je vais apprendre cela? Monsieur rentre de la maison, il me bastonne tellement à un niveau où lui-même, il était obligé d'appeler l'ambulance. L'ambulance vient me chercher, arrivé à l'hôpital, c'est là qu'on apprend que je suis enceinte, on est obligé d'enlever l'enfant, etc. Maman, il vous frappait. Non, il vous Au frappait déjà. début, au début, non. Quand il est parti en Afrique, il est revenu. La violence verbale s'est transformée en violence physique. Pendant tout ce... Il est allé prendre un peu de ce qu'il y avait là-bas. Il t'a Voilà, ramené ça ici. Oh, voilà. oh, Jésus. Donc, au début, non. Au début, on parlait, c'était les insultes, ils criaient, ils te mettaient mal à l'aise pendant X temps, quoi. Tu pouvais passer de minuit à 5 heures du matin, lui, il est toujours en train de crier. C'était ça sa violence. Il ne te laisse pas dormir. Mais là, ça a changé, c'est devenu violence verbale à violence physique. Donc à l'hôpital, on apprend ça, on enlève la grossesse, etc. On retourne à la maison. Et ce jour-là, il se dit, bon, pour te faire plaisir, je t'organise une fête d'anniversaire. Maman, il organise une fête d'anniversaire, on invite les gens viennent, et après l'anniversaire, les gens partent. Mais je viens de me faire opérer. Il y a eu une fête à la maison. Le lendemain, je ne peux pas automatiquement me mettre à faire le boulot, à travailler, etc. Donc je lui dis, laisse-moi me reposer un peu, le reste, je ferai ça après. Et comme le petit, à cette époque, il a commencé à marcher, je ne sais plus ce que l'enfant avait fait. J'ai crié ou bien j'ai tapé sur l'enfant.
il m'a de nouveau rebastonné donc le lendemain. Après, c'est après ça qu'il est parti au Congo pour une deuxième fois. Donc déjà là, ça faisait 2 fois et je commençais à réfléchir. Je me dis, c'est pas possible. Et je réfléchissais, je me dis, on est dans la même maison, on a la même adresse, je ne travaille pas, c'est lui qui travaille, je n'ai pas de revenus, je n'ai rien du tout. Donc si je dois partir, c'est moi qui serai dans la merde avec l'enfant. Et si je lui dis lui de partir, il reviendra à chaque fois comme je le connais. Et maman, il faut bien taper sur ce point-là. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Cette question à se dire, si je pars, comment je vais m'en sortir? Et Comment je m'en beaucoup de sors? femmes ont trouvé la mort en attendant à se poser cette question et la mort est venue leur trouver. Ça, c'est Oui, vraiment très important. Voilà pourquoi, en tant que femme, s'il vous plaît, les mamans, vendez même le charbon, mais soyez indépendantes amen. financièrement. C'est très important. Sinon, vous restez sous la coupe de cette personne-là, de votre bourreau, parce que vous ne savez pas où aller. Comment voilà. Donc, quand il est parti en Afrique, je commençais à réfléchir. Je me dis, je ne peux pas continuer à cette allure. Je ne peux pas continuer comme ça. Soit c'est lui, soit c'est moi. Mais comment je vais faire? Je vais commencer par où? Donc, quand il est revenu de l'Afrique, je l'ai mis assis. Je suis allée le chercher à la gare. Je lui ai dit, écoute, après plusieurs réflexions, après plusieurs années, je tiens à te dire que d'habitude, je te dis que c'est fini pour revenir. Mais là, je pense que c'est fini pour du bon. Je ne peux plus. Je ne veux plus. Et je ne serai plus. Maman, ce jour-là, le monsieur m'a fait un spectacle de dingue. Il était habillé en... Donc, quand il revenait de l'Afrique, c'est comme s'il avait senti que je lui glissais entre les Ciao, mains. ciao. Donc, il est revenu de l'Afrique, il était habillé tout en blanc. Il est revenu, il a commencé à se jeter. Pardonne-moi, regarde l'enfant, je ne veux pas, j'ai changé une fois, je changerai encore, tu peux pas me faire comme ça. De toute façon, tu sais bien, si ce n'est pas moi qui est avec toi, ce serait jamais quelqu'un d'autre. Moi, je t'ai doté, je t'ai donné l'argent, tu ne peux pas me faire ça de toute ma vie, j'ai jamais été mariée, il n'y a qu'à toi que j'ai fait, excuse-moi, mais aujourd'hui, là, ça ne rentre pas. Tes excuses, ça ne rentre pas. Le lendemain matin, j'ai fermé quelques affaires. Je suis retournée sur Bruxelles parce qu'avec lui, nous avons déménagé du côté flamand. Je suis retournée sur Bruxelles. J'ai une de mes petites cousines qui vit à Bruxelles. Et je lui ai dit, écoute, je n'ai pas d'autre choix. Je vais chercher du boulot, je vais chercher un appartement, mais il faut que j'inscrive mon fils et il faut que j'essaye de me reconstruire parce que euh, si je ne le fais pas, je risque de mourir. Si je ne le fais pas, si c'est pas moi, c'est mon fils. Et donc ma petite cousine n'a pas refusé. Elle m'a gardée chez elle. Mais le problème, c'est qu'à Bruxelles, pour trouver une place pour l'école, c'était très, très difficile pour moi. J'ai cherché, j'ai cherché. J'ai frappé les portes, mais je ne trouvais pas d'aide. Le CPS me refusait. Sans aide du CPS, sans argent, tu ne sais pas prendre un appartement, tu ne sais rien faire. Donc donc j'avais l'impression que ma première situation revenait de nouveau, mais là, j'avais une personne en plus avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à faire des permis au noir pour les gens, pour pouvoir essayer d'avoir de fils que une caution. J'ai commencé à faire des chèques en bois. J'ai commencé à voyager pour aller ouvrir des comptes en banque. Tout ça pour avoir quelque chose, nourrir mon fils et essayer de m'en sortir. Et une fois, je me rappelle, j'avais une amie justement qui Et ceux vivait qui ne ici. connaissent pas le chèque en bois et tout, donc en gros, quelque part, c'est de l'escroquerie. Donc, ma sœur a commencé à faire des escroqueries pour pouvoir nourrir, pour se nourrir et pour pouvoir prendre soin de son enfant. Donc, Je ne sais pas, je pense que maman Clémentine a un problème de réseau. Elle va nous revenir. Moi, j'espère que vous m'entendez. Ah, elle est là, maman. Oui, maman. c'est bon?
Vous m'entendez? C'est bon. Oui, on t'entend, maman. Ah. Donc, j'ai eu une amie alors qui, à ce moment-là, me dit, écoute, oui, c'est vrai que Bruxelles, c'est difficile de trouver un appartement ou d'inscrire l'enfant à l'école. Donc, ce que je te conseillerais, viens à Liège, tu inscris ton enfant dans l'école de mes enfants. Et comme ça te permet, ben moi, je pourrais récupérer ton fils et toi, tu fais tes démarches pour l'appartement. Donc, je me suis dit, mais waouh, quoi, c'est une amie. C'est une amie. Parce que je suis dans la merde, elle m'aide, c'est une amie. Donc, j'ai dit à ma cousine, écoute, bah, j'ai pas trop le choix, comme j'ai pas trouvé d'école ici, bah, je vais aller à Liège. Et de toute façon, ça me permet de m'éloigner de ce monsieur. Et c'est comme ça que je me sentirai mieux. Chose étonnante, maman, à un moment donné, même quand je suis partie, ma mère pensait même que c'était de la blague. Mais ma sœur pensait que c'était de la blague. Tout le monde pensait que c'était de la blague. Donc, tout le monde me disait, hey, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Hmm. Est-ce que tu es sûr? Donc, tout le monde commençait maintenant à m'appeler, genre, pour un peu plaider sa cause. Je vous dis, et le pire dans tout ça, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que c'était un amour ensorcelé, est-ce que c'était du maraboutage. Je ne vais pas mettre les mots dessus, mais je peux vous dire que lorsque j'ai décidé que c'était fini, j'avais l'impression que cet homme était devenu comme du caca. Excusez-moi du terme. Je ne le supportais plus. Le voir, même quand il venait me demander pardon, c'est comme s'il me poignardait. Donc, tous les mots qui sortaient de sa bouche étaient devenus donc amers à mes oreilles. Amers. Donc, quand la sœur me propose de venir à Liège, je déménage, j'inscris mon fils à l'école de ses enfants, je commence un peu à voir le bout du tunnel. Donc, pour moi, tant que l'enfant est scolarisé et qu'il se porte bien, pour moi, c'était déjà une bonne chose. Parce que j'avais vraiment peur que l'enfant n'aille pas à l'école. Donc, je continuais, je cherchais de l'argent, etc. Et c'est tombé à un moment donné où j'ai trouvé un appartement et je devais revenir, mais le monsieur m'avait donné un rendez-vous un peu trop éloigné. Donc j'attendais toujours, j'attendais. Et un jour, je reçois le coup de fil, là, ça faisait déjà des mois qu'on s'était séparés. Il a abandonné la maison qu'on avait du côté flamand avec les meubles, avec les histoires, tout, les souvenirs, photos d'enfance, etc. Tout dans cette maison sont restés et a été pris, donc toutes les affaires ont été prises par l'État. Donc il m'appelle pour me dire oui, ça fait quelques mois, moi je ne suis plus là-bas, comme toi et le petit, vous n'êtes plus là, j'ai décidé de partir, maintenant je suis en France. Maman, juste une question. Pendant que vous viviez avec cet homme-là, il avait des enfants, il avait d'autres enfants. Est-ce Oui, qu'il prenait soin de ces enfants-là? non, D'accord. non. Mais il faut dire aussi que la mère de ses enfants, donc celle qui était la cousine de ma copine qui me l'a présentée, elle a eu aussi un épisode de maniaco-dépressif avec ce monsieur. Donc ils se sont séparés parce que non seulement le monsieur le frappait, elle avait d'autres enfants, donc menaçait toute la maison. Donc elle, de son côté, vu que lui aussi ne voulait pas partir, elle avait décidé d'aller euh, dans les foyers pour femmes battues. Elle a pris ses enfants, elle a abandonné l'appartement au monsieur et lui, quand il est resté, quand il est resté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tagué des choses dans la maison, il a déchiré les canapés, donc il a mis donc le bordel, il est parti. Et quand les services sociaux sont arrivés, ils ont appris la nouvelle. Donc la femme ne voulait même pas être en contact avec elle. Mais Donc, tous ces votre amie, votre copine vous a présenté un cadeau empoisonné. Parce qu'à voilà, aucun moment, elle vous a expliqué que cet homme... jamais, jamais. Donc moi je sais seulement, il a ses enfants. Les seuls enfants que moi je connaissais, c'était plus les enfants de la famille qui étaient venus sonner à la porte. Parce que là-bas, il est parti comment? Et toutes ces choses, j'apprenais ça petit à petit. J'apprenais ça petit à petit. Là-bas, il a quitté. Pourquoi? Parce que un jour, il a foutu le feu dans un placard de la maison. Entre-temps, tu as tes enfants et les enfants de ta femme qui vivaient là.
D'où la colère de ces gens-là qui sont venus pour terminer avec lui ce soir-là. D'accord, oui. Donc, il n'avait pas de contact avec eux. En fait, c'était des épisodes de sa vie qu'il revivait avec chaque femme que je n'étais pas au courant. En fait, moi, c'est comme si, comme on dit, jamais deux sans trois. Donc, je décide alors, je viens, j'inscris le petit ici à Liège, le petit commence sa scolarité, etc. Donc, il m'appelle, il m'annonce que, voilà, maintenant, je vis en France, je suis chez mon frère, euh, mais j'ai le projet d'aller vivre à Kinshasa, etc. J'ai eu un peu d'argent, je vais retourner à Kinshasa, vivre à Kinshasa. Je dis, ah, ok, ça va, il n'y a pas de souci et tout ça. Et il me pose la question, et mon fils? Alors, je dis, ah, ton fils, il est là. Si tu as envie de voir ton fils, il n'y a pas de souci, c'est ton fils. C'est moi et toi qui sommes séparés, c'est pas l'enfant. Donc, si tu veux voir ton enfant, tu verras ton enfant. Moi, de ce côté-là, j'ai pas de problème. Et on commençait à parler comme ça, petit à petit. Et je pense que lui, dans sa tête, il se disait, au fur et à mesure qu'on parle, comme on a l'habitude de nous séparer, elle reviendra quand même en arrière à un moment donné. Donc, je parlais avec lui, il demandait après le petit. Et puis, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai son petit frère qui m'appelle Hmm. de la France, là où il a été vivre, son propre frère. Hmm. Il m'appelle, Clémentine, ça va? Je fais oui, ça va et toi? Oui, ça va. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je t'appelle pour te prévenir. Si mon frère vient visiter l'enfant, je te conseillerais d'aller voir, donc le monsieur, donc d'aller voir mon frère dans un lieu public. Ne cherche pas à être dans une pièce seule, toi et l'enfant, et lui. Donc, si tu dois le voir, va dans un lieu public. Ça, c'est son propre frère. C'est mon propre frère. Je fais, oh, mais pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il est déjà venu une fois, il avait même pris le petit, il est parti avec et tout ça, ils ont fait un tour, puis il me l'a ramené. Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, écoute, je pense que lui, dans sa tête, il pense que tu reviendras en arrière. Si tu vas revenir en arrière, ça va, mais si tu reviens pas en arrière, je te conseillerais de ne pas faire ça parce que, regarde aujourd'hui, quand je suis rentrée, il ne m'avait pas entendu rentrer, donc ouvrir la porte. Je l'ai surpris au téléphone. Je ne sais pas avec qui, mais il disait à son interlocuteur, écoute, moi, j'ai envoyé ces photos, donc mes photos à moi, celles de ma maman. Un marabout à Kinshasa, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et comme ça n'a pas fonctionné et qu'elle ne veut plus de moi, je ne veux avoir aucun lien avec elle. Et le lien qu'on a ensemble, c'est l'enfant. Donc, le monsieur, le frère surprend son frère en train de parler au téléphone à son interlocuteur. Il est en train de dire que oui, voilà, j'ai déjà envoyé des photos en fait, pour basser toi et ta mère. Eh, non, mais maman Clémentine, mais Jésus là, il t'aime, hein? Mais Dieu t'aime à un point parce que les avertissements, à chaque étape, tu as des avertissements. Il envoie des gens venir te dire, waouh. Donc, il me dit, voilà, c'est que j'ai entendu. Je suis même restée sidérée. Je fais, mais ce que tu me dis là, il me dit, tu sais, je te parle de mon frère. Je parle de personne d'autre, je parle de mon frère. Je te dis, fais ce que je suis en train de te dire. Si tu dois le voir, c'est dans un lieu public. Je fais OK, j'ai entendu. Et c'est ce que j'ai commencé à faire à chaque fois qu'il voulait venir voir l'enfant. Soit c'était au parc, au Quick, des choses comme ça, mais plus à domicile, là où j'étais chez mon ami. Et, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, maman. Vraiment, ça, on apprend, on apprend, on apprend grandement. C'est fois, il faut on doit apprendre à écouter la voix du Seigneur. Comme je dis souvent, Dieu n'ouvre pas le ciel, hein. Il ouvrira pas le ciel pour parler, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vraiment, des fois, comme je dis, des fois, tu regardes un film, il y a un mot tu avais posé une question à Dieu et tu entends ta réponse à travers l'écran. Donc, vraiment, il faut savoir écouter la voix du Seigneur. Non seulement son frère m'avertit,
encore plus grave, maman Esther, j'avais à l'époque fait la rencontre d'une fille qui s'appelait, qui s'appelle Blessing. Cette fille, elle aimait beaucoup les choses de Dieu. Et elle me disait à chaque fois, ah maman, toi je te vois, tu as quelque chose de Dieu en toi, hein, mais tu négliges. Ah, toi aussi, laisse-moi avec tes histoires. Donc, la seule fille qui m'a ramenée à la parole de Dieu, c'est la seule fille que je fouillais comme de la peste. Et quand je suis allée vivre, c'est l'amie qui m'a demandé de venir à Liège pour inscrire le petit. Elle me dit, ah maman, ton idée là d'aller chez cette fille, moi je n'aime pas, hein. Je n'aime pas parce que donc elle ne rentre pas, elle ne perce pas mon cœur. Là, elle parle de ta copine qui a proposé de Oui, t'héberger. oui. Mais maman, je n'ai pas d'autre choix, ce n'est pas de lieu où aller et tout ça. Et c'est le seul endroit où on a accepté d'inscrire le petit. Et donc, voilà. Quand le frère m'a appelé pour m'avertir, ma copine là, elle m'a appelé à chaque fois pour me dire, ah, maman, toi, la jeûne et prière, tu veux pas rentrer avec nous? Moi, je dois aller, je dois voyager, je dois aller faire mes chèques et tout ça. Toi, tu me parles de jeunes, je dois chercher. Donc, nous avons tendance à négliger les choses de Dieu en se disant qu'en dehors des choses de Dieu, on va plus vite trouver ce que nous cherchons. Amen. La preuve en est, j'ai négligé les choses de Dieu et jusqu'à ce qui s'est passé, je n'avais jamais pris un appartement, je ne suis pas sortie de chez ma copine. Et donc, des fois même, la fille là, elle m'appelait, je raccrochais. Elle rappelait, je voulais pas répondre. Des fois même, avec ma copine, on se moquait d'elle. Et elle aussi, elle m'a encore appelé avec ses yes, 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 yes. Et un jour, je me rappelle, elle m'appelle, elle me dit, Maman, parce qu'elle a l'habitude de m'appeler maman. Maman, ça va? Je fais oui, ça va et toi? Ah, maman, tu me fouilles comme ça, pourquoi? Je fais non, c'est pas que je te fouille, mais je suis occupée, etc. Ah, Blessing, tout ça, chaque fois que tu m'appelles avec des trucs là. Elle me dit, non, maman, cette fois-ci, écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire. J'ai parlé avec un prophète. Il ne te connaît pas. Mais il m'a décrit qui tu es, comment tu es, et j'ai compris que c'était toi. Il m'a dit, dis à ta copine que si elle continue à s'entêter, elle va mourir. Mais au lieu de ça, il faut qu'elle rentre en prière. Dis-là que j'aimerais qu'elle m'appelle, qu'on rentre en prière. Maman, quand elle a raccroché, on s'est mis à rire. On s'est mis à J'espère rire. que quelqu'un écoute ça. Vous avez toujours une amie comme ça, quelqu'un qui est derrière vous Oui, pour vous appeler à la prière, mais vous croyez que c'est une blague. Des fois, quand Dieu te réveille, il envoie des gens, mais vous entendez pas. C'est des signaux d'alarme que Dieu envoie. Vraiment, ça, c'est un témoignage magnifique. En tout cas, on te bénit encore, maman. Et moi, je suis vraiment heureuse d'être là, de vous entendre parce que ça oui. m'édifie moi-même. Même pour l'éducation de mes enfants, même pour ceux qui, mes petites sœurs, mes nièces, tous qui sont derrière moi. J'espère que je sais que votre témoignage va m'aider à voir les choses différemment. Vraiment. Et donc, dès qu'elle raccroche, nous, on commence à rire, etc. Et moi, je dois voyager, elle veut qu'on rentre en prière, moi, j'ai des choses à faire, etc. Mais entre-temps, cette amie, bon, comme elle m'a toujours dit, elle était rentrée en prière avec le prophète pour moi. Moi-même, j'ai voyagé, je suis partie. Après X temps, le monsieur encore m'appelle. Oui, écoute, les mois s'approchent, moi je dois aller au cours, j'aimerais bien venir dire au revoir à mon fils et tout ça, lui ramener ma voiture comme je ne conduis plus ma voiture, j'aimerais bien te le donner, comme ça tu peux accompagner l'enfant. Donc vraiment des belles paroles, tu te dis, ah quand même il est gentil, etc. Je lui fais, écoute, il n'y a pas de souci. Mais le, l'avertissement de son frère, je l'avais bien en tête. Donc, je fais, il n'y a pas de souci, si tu viens et tout ça, on pourra se voir, mais on ne pourra pas se voir chez mon ami, là, on ira au Quick et tout ça, on se verra là-bas, on parlera, tu pourras jouer avec le petit et tout. Maman, quand il arrive, déjà pour la voiture, je lui fais, écoute, non, moi, la voiture, je ne veux pas et tout, mais ma copine lui dit, écoute, moi, je te rachète ta voiture pour, je pense, 1000 et quelques ou des petites sommes. Je te rachète ta voiture et tout ça. Donc, il conclut l'affaire avec mon ami. Et il vient, il dépose la voiture, on se donne rendez-vous, on se voit au Quick. Mais la façon dont je vois l'apparence du monsieur, imaginez qu'à l'époque où moi, je n'avais que
25 ans, si je me trompe pas, il avait déjà dans les 40 ou 39 ans. Maintenant, les années ont passé, la personne est dans la quarantaine. Mais il débarque, je le vois arriver tout amaigri. Il a percé les deux oreilles, chose que je ne l'avais pas laissé faire. Il a teint ses cheveux en jaune. Quand il Oula. débarque, je me dis, mais transformation, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, écoute, j'ai un problème, la police flamande me cherche et je dois absolument me rendre là-bas. Mais comme je suis là, je n'ai rien. Je fais, oh, toi, tu me parles d'aller en Afrique et en même temps, tu me dis, tu n'as pas d'argent. Donc là, quand je vous parle comme ça, c'est un samedi. Donc le samedi, euh, un mois, le 15, le 13 octobre 2015. Le samedi, on se voit. Je fais, écoute, bon, je veux bien t'aider, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Euh, je veux bien te donner 100 euros, comme ça te permet d'aller à ton rendez-vous en Flandre, etc., puis de rentrer en France et tout. Entre-temps, quand il est venu, je l'ai vu donc le samedi, et le samedi même là, son frère me rappelle. Il me dit, Clémentine, tu sais ce que truc m'a fait? Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il a vidé ma maison. Il a même pris les clés de ma voiture. Genre son frère Il, qui t'avait appelé pour te dire de faire attention. Oui. il a Mm. vidé ma maison. Comment tu sais que c'est lui? Il dit, dans mon appartement, j'ai installé des caméras. Parce que lui, il habite en France. J'ai installé des caméras et dans les caméras, on le voit venir avec deux hommes vider l'appartement. Donc, je ne sais pas s'il est avec toi, mais fais attention. Je fais, non, moi, je l'ai déjà vu. Il m'a demandé l'argent. Alors, comment s'il t'a demandé l'argent? Lui, il m'a vidé la maison, il a vendu mes affaires. Normalement, il a l'argent. Je fais, c'est pas grave. Moi, je lui ai donné 100 euros. Il m'a dit qu'il devait se déplacer lundi 15. Il doit normalement aller se rendre à un rendez-vous de la police et tout ça. Il me dit, bon, ok, ça va. Comme tu l'as vu en un lieu public et tout ça, tu vas bien, l'enfant va bien, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Mais moi, hein, je suis allée porter plainte contre lui, etc. Et tout ça. Mais ce que je te conseillerais de faire aussi, va porter plainte. Moi aussi, le même samedi là, je pars au niveau de la police, je porte plainte. J'explique que voilà ce qu'il a fait, mais je commence à avoir peur de lui pour mon fils, etc. La police me répond, oui, mais madame, on ne peut rien faire pour vous tant qu'il ne vous a pas touché, etc. et tout ça. Je fais, mais au moins pour l'enfant, appelez le monsieur, prévenez-le que si jamais il essaye, il refuse catégoriquement. Le samedi passe, le dimanche passe, le lundi, moi, je m'attends à ce qu'il m'appelle soit le soir ou l'après-midi en me disant que je suis allée à mon rendez-vous et que ça s'est passé comme ça, qu'il me rende des comptes en fait